Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Panaméricaine, le podcast créé et animé par Marie Vesco et Antoine Rousseau qui vise à diffuser les travaux en sciences sociales qui portent sur les Amériques. À la veille des 3 ans de ce podcast, 3 ans d'aller-retour spatio-temporel, nous vous proposons un format un peu différent de d'habitude. Ce mois-ci, nous vous proposons d'écouter l'enregistrement d'une séance de séminaire du laboratoire CREDA, au cours de laquelle il était question de la COP 30 à Belém, qui a fait parler d'elle en fin d'année 2025. 4 chercheuses et chercheurs du CREDA ont pris part à une enquête ethnographique collaborative menée par une équipe internationale. Vous les connaissez déjà pour certains. Il s'agit de Léa Le Bopin, qui avait participé à notre épisode 4 sur l'extraction minière, de Livia Khalil, qui était venue nous parler des politiques du climat dans l'épisode 17. Depuis leur intervention, toutes les deux sont devenues docteurs en sciences politiques et nous les félicitons chaleureusement. Il s'agit aussi de Jean Foyer, chercheur en anthropologie, venu nous présenter son ouvrage « Les êtres de la vigne » dans notre arrêt lecture 4, et enfin de David Dumoulin, maître de conférences en sociologie à l'IHEAL. Tous les 4 font partie du projet Climat COP 2, et dans cette présentation, toutes et tous reviennent entre autres sur l'influence brésilienne en tant que pays hôte et un an avant les élections présidentielles prévues en octobre 2026, sur la participation d'acteurs privés et des communautés autochtones, sur la friction entre promesses et dynamiques politiques et extractives. La parole est à eux. Bonne écoute sur la Panaméricaine. L'idée de base, c'est que, comme toujours dans cette méthode d'ethnographie collaborative des événements, il y a une grosse spécificité dans ce travail en termes de méthode qui est de travailler sur un événement. Et évidemment, quand on travaille sur un événement, son bornage est quasiment impossible. Et surtout, en termes de sciences sociales, on ne peut pas borner ça ni dans le temps ni dans l'espace. C'est le premier point. C'est-à-dire dans le temps, en fait, la COP, elle commence au moins un an avant, sinon encore bien avant, puisque toute COP est la suite de la précédente, et donc c'est un processus qui se perpétue. Et donc si on n'a pas compris ce qui se passe avant, on ne comprend pas en fait ce qui se passe à la fin. Donc le bornage temporel est très compliqué. Il y a énormément de pré-COP et de réunions qui se font dans tous les secteurs, dans tous les pays, avant. Premier point. Deuxième point, en termes d'espace, c'est très compliqué aussi parce que non seulement il y a eu des pré-COP, par exemple les villes, elles ont fait une pré-COP à Rio avant, etc. Mais même dans la ville de Belém, en fait, il faut vraiment concevoir une COP comme une grappe d'événements dans lequel la négociation, et ça c'est vraiment un des points les plus importants, la négociation multilatérale n'est une petite arène parmi de multiples arènes qui forment en fait une COP. Une COP, c'est un processus d'agglutination d'événements. Deuxième point, ce qui est très compliqué, et beaucoup de gens qui commentent, même des journalistes parfois se trompent sur qu'est-ce que c'est que ces événements. En fait, dans tous les événements, et pas seulement dans la zone bleue, donc où il y a un processus d'accréditation, il y a des 50 000 personnes à qualité là pour la zone bleue. Mais en fait, la COP, c'est bien plus que ça. C'est peut-être 100 000 personnes qui viennent pour la COP. Et donc, on a une multitude d'arènes assez complexes avec des processus de fermeture-ouverture. Juste un exemple. On disait toujours on va revenir là-dessus, il y a beaucoup d'indigènes dans la COP. Oui, mais en fait, il y en a très peu par rapport à tous ceux qui sont venus. Donc, il y a toujours ce processus entre inclusion et exclusion. Inclusion pour grandir la COP, en termes de, comme dirait Boltanski, le sociologue, pour essayer de grandir l'événement, il faut au maximum enrôler des gens, des participants, et en même temps, c'est toujours plus ou moins fermé, et il y a toujours plus select que ce qu'on croit. Il y a toujours plus fermé encore que ce qu'on croit. Donc voilà, c'est une espèce de pyramide d'événements, et cette idée de parlement gonflable, c'est qu'en fait, il faut bien voir que la COP, c'est à la fois ce qui se passe devant vos yeux quand vous êtes là à observer une COP, mais en fait, c'est le même parlement qu'on a gonflé précédemment dans toutes les villes, et qui se transporte en termes sociologiques. Il y a beaucoup de continuité entre une COP et l'autre, et énormément de codes, de culture qui font qu'en fait, à chaque fois, il est regonflé dans un endroit différent, et ça nous a intéressé de savoir quelle était la spécificité de ce Parlement lorsqu'il se pose à Belém. Il y a quand même cette idée très importante, en fait, d'une institution qui se continue et qui est un petit peu transformée à chaque fois, et ça, c'est un des points qui nous a intéressé. Qu'est-ce que ça veut dire territorialiser, localiser une COP? Donc, nous, en fait, l'idée de base de ce type de projet d'ethnographie collaborative, c'est quand on y va en tant que chercheur solo, on est complètement paumé dans ce type d'espace. Donc, la première fois qu'on a voulu ethnographier un événement de ce type, c'était à Rio 2012, c'était Rio plus 20 ans après le sommet de la Terre de Rio, et on avait déjà mis en place ce système où on y va une quinzaine, en gros, de chercheurs de différentes disciplines pour, dans une logique de division sociale du travail, avec plus d'yeux, on va réussir à couvrir plus large l'événement.
On l'a fait donc à Rio en 92 et on l'a refait à Paris en 2015 et ça va être donc la première fois à Rio, la deuxième fois à Paris, donc ça avait vraiment un sens de le refaire à Belém cette année, surtout que c'était une COP qui était annoncée comme plus importante que d'autres parce que justement c'était la fin, premier cycle de l'accord de Paris 10 ans après. Donc c'est une méthode qu'on a éprouvée, qu'on a déjà payé 2 fois. Basiquement, ça se passe en 3 phases. Il y a une première phase en amont de la COP, quasiment 1 an avant, avec énormément de préparation logistique pour obtenir les accréditations, pour se loger, pour comprendre un peu la territorialité de la COP. Des discussions, de la recherche de financement aussi et pas mal de discussions en amont pour essayer d'avoir un cadrage, collectif pour pouvoir, créer de la discussion commune. Mais la phase la plus intéressante d'un point de vue méthodologique est celle de l'observation participante pendant la COP elle-même, avec une nouvelle fois cette idée de division sociale du travail d'observation et les observations croisées. En fait, ce qui est très stimulant pendant les 15 jours, où généralement on a une base, on a un logement commun, et le soir on fait des débriefs et on fait de l'observation souvent par paire. Du coup, en fait, ça a un effet, ce qu'on appelait l'effet séminaire permanent, où on fait du terrain et un séminaire qui juste dure quasiment 15 jours. On est en perpétuelle discussion où on teste nos hypothèses en temps réel. Et après cette phase, là c'est la phase actuelle où on est, une phase de discussion et d'écriture collaborative où, par exemple, là, on va se réunir à Hambourg avec l'équipe de Stéphane Haïkout. J'ai oublié de dire qu'on est en fait une équipe franco-allemande, notamment avec l'équipe d'Hambourg autour de Stéphane Haïkout, qui eux sont vraiment des spécialistes de la question climatique. Quand nous, on est plutôt des personnes qui travaillons sur le terrain et qui voyons l'impact de la gouvernance environnementale sur nos terrains. Nous, on remonte vers l'international et eux, par contre, ont vraiment cette expertise de suivi des négos climat depuis longtemps. On essaye de maintenir cette dimension collaborative, y compris pendant la phase d'écriture. Voilà, d'un point de vue théorique, on est un collectif multidisciplinaire, aussi multi-âge, ça allait de doctorants à des chercheurs émérites, mais on essaye de mélanger en fait l'apport des sciences politiques, des relations internationales avec un regard plus anthropologique, avec des descriptions ethnographique plus fine et aussi s'intéresser évidemment aux rapports de pouvoir qui s'instancient vraiment dans les salles de négo ou dans les side events avec un regard plutôt de sociologie politique. Donc c'est en combinant un peu ces 3 cultures épistémiques qu'on arrive à développer un regard d'anthropologie politique qui serait marqué, pour le faire très très vite, par une attention vraiment à la matérialité des négociations et de tous ces événements, mais aussi à la dimension symbolique et à la ritualité. Et là, par exemple, l'angle qu'on a pris pour cette COP, c'était de se poser la question, en fait, d'une gouvernance à travers les promesses. En fait, les promesses sont des choses à la fois matérielles et symboliques qui seraient une manière de gouverner le monde. Et ça, c'est vraiment à la suite d'un article avec Stéphane qu'on avait écrit qu'on avait appelé la gouvernance incantatoire. Voilà, donc on s'est intéressé, en fait, à cette méta-promesse de la gouvernance du climat par le multilatéralisme et qui se subdivise en plein de sous-promesses où chaque, par exemple dans le cadre des business, il y a des promesses particulières, dans le cadre des populations autochtones aussi. Donc en fait, chaque sous-groupe suivait et était attentif au type de promesses qui étaient présentes dans les discours, mais aussi dans l'agencement des stands. Quelque chose qui nous a vraiment marqué, c'est le poids du Brésil. Enfin, le Brésil se pose comme champion de la gouvernance globale de l'environnement parce que c'est eux qui ont organisé Rio 92, qui donne ce grand cadre. Ils ont voulu combiner l'esprit de Rio, donc on convoque des esprits, là en l'occurrence, l'esprit de Rio, et celui de Porto Alegre avec tout le savoir-faire brésilien autour des mobilisations internationales. Le Brésil est aussi dans une position géopolitique particulièrement favorable et centrale, en gros entre le G77, les pays du Sud et l'Europe, et il a une diplomatie extrêmement expérimentée et très impliquée. Le ministère des Affaires étrangères, c'est l'Itamaraty, et là, il y avait ça, c'était vraiment incarné à travers la figure de Dulago, qui est un des très grand négociateur qui a une énorme expérience de négociation. Et je vais aller très vite sur le fait qu'il y avait aussi un enjeu démocratique très fort avec la situation historique Bolsonaro, des figures charismatiques très importantes et très compétentes,
Marina Silva, la ministre de l'Environnement, Sonia Guajajara, la nouvelle ministre des Affaires autochtones. Cette polarisation du Brésil a été très prégnante en fait sur les négos elles-mêmes, sur les négos et l'ambiance générale. Déjà, cette COP a été en elle-même une promesse de campagne de Lula qu'il a tenue dans une certaine mesure, et il était très très clair que la COP avait et servait Lula dans la perspective des élections générales de 2020. Ça, c'était une manière pour lui de réembarquer sa base autochtones, les mouvements sociaux avec le mouvement des Sans-Terre. Mais il y avait aussi toutes ces contradictions, le fait que son alliance politique est très fragile. Ces alliances, par exemple, quelque chose qui était très important, c'était l'alliance qu'il avait fait avec Aider Barbaro, le gouverneur de l'État du Pará, où ça se passait, qui est typique de cette alliance un peu, pas contre nature, mais avec les centristes brésiliens avec lesquels il doit composer dans sa politique. Alors, le Brésil a été assez impressionnant en première semaine, au sens où on voyait qu'ils menaient vraiment l'agenda, contrôlaient la temporalité. Ils avaient vraiment bien pensé la séquence où, en gros, ils avaient invité d'abord les présidents avant la COP, en amont, pour lancer la COP. Après, ils ont lancé leurs diplomates qui avaient fait tout un travail de préparation. Et on pensait arriver à un accord en deuxième semaine. Ils disaient, ouais, même on va arriver à un accord avant l'heure. Il y a eu un flou le lundi, mardi, mercredi, puisqu'on savait plus trop sur quelle base on négociait. Et en fait, le mercredi, on s'était rattrapé en gros par l'histoire. Le mercredi de la deuxième semaine, ça a basculé. Il y a eu vraiment un changement qui s'est matérialisé même dans un incendie, même si les deux choses n'ont à peu près rien à voir. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, tout le volontarisme brésilien allait se casser les dents sur les désaccords profonds qui étaient, basiquement, entre la volonté de phasing out fossil fuels, de sortir des fossiles fuels, et en gros, les Européens n'avaient pas mis non plus sur la table l'argent qui était demandé par les pays du Sud pour dépasser les blocages. Voilà, donc on peut se demander si le Brésil s'est pas un peu surestimé dans sa capacité à relancer le multilatéralisme. Mais donc, juste pour faire une petite rapide introduction, donc Olivier et moi, on fasse un retour plus sectoriel, disons, mais sur ce qu'on avait envie de voir par rapport au business, par rapport aux lobbyistes, et en fait, ce qu'on a vu réellement. Nos hypothèses de départ, c'était, parce que c'est ce qu'on entend beaucoup aussi, que les lobbyistes circulent beaucoup dans les espaces de négociation, qu'il y a des interventions qui sont très organisées, plus visibles, en tout cas plus totales, et qu'il y a quand même une influence plus ou moins directe sur les textes. Là, j'ai une photo par exemple de Patrick Pouyanné qui était donc le président directeur général de Total, qui était accrédité dans la délégation officielle de la France, par exemple. Donc c'est un peu l'image qu'on avait à l'extérieur de lobbyistes qui sont très présents et qui ont cette influence directe. Ce qu'on a vu finalement, c'est une présence qui est quand même moins visible, qui est moins organisée que ce soit son répondait, qui est quand même moins, disons, agressive, moins frontale et beaucoup plus diffuse, on va dire. Il y a à peu près 40-45 000 personnes accréditées réellement, donc dans la zone bleue, la zone des négociations officielles, dont au moins 1600 lobbyistes des énergies fossiles. Ça fait à peu près une personne sur 25. Et c'était en nette augmentation par rapport aux COP précédentes. Et la COP à Belém au Brésil a été celle qui a accrédité le plus de lobbyistes, en tout cas de ce qu'on sait, parce que la méthodologie, évidemment, elle peut être fluctuante. En fait, c'est assez difficile aussi d'identifier qui est un vrai lobbyiste, qui n'en est pas un vrai. Donc, ce qu'on a dû faire, ce qu'on ne s'attendait pas du tout, c'est vraiment faire un déplacement du regard. Donc, on a dû aller dans des espaces qui sont ce qu'on a appelé des espaces satellites, dans le sens où c'est pas des espaces qui sont officiels, c'est quand même des espaces qui sont créés et conçus pour la COP et qui sont vraiment des arènes de production de sens et de légitimité pour les différentes industries qui peuvent peser sur les textes. Parfois, c'est très ouvert et médiatisé, au sens où ils vont mettre en avant leur discours, leurs promesses, justement, ce qu'on voulait regarder là collectivement. Et parfois, voire même très souvent, c'était quand même très réservé aux acteurs du secteur et en fait, impossible d'y pénétrer. Ce qui a forcément posé beaucoup de questions méthodologiques d'accès. Livia, comme moi, comme milliards d'autres personnes qui avaient envie de s'intéresser aux promesses du secteur privé, on s'est réellement confronté à des fermetures d'accès parce que beaucoup des événements étaient en fait réservés sur inscription et en fait, on ne sait pas
sur quels critères on était accepté, sur quels critères on pouvait participer ou non. Donc là, on vous a mis des petites photos pour vous montrer qu'en fait, souvent, nous, on n'était pas, Livia, moi et d'autres, dans les espaces où vraiment c'était les espaces de négociation qui étaient très froids, dans les grands hangars, mais en fait, on était souvent dans des réceptions un peu plus fastueuses avec des grands butets. Parce que quand on a pu y aller, c'était complètement d'autres types d'espaces que ceux organisés par l'UNSCCC. En fait, il y avait beaucoup d'événements qui étaient à d'autres endroits, même des événements à l'Assemblée législative. Pour dire justement, donc on s'est confronté directement à cette fermeture d'accès à ces espaces. Et juste pour que vous ayez une petite idée, un de ces locaux où on aurait voulu faire du terrain, on n'a jamais trouvé l'adresse de cette fameuse maison parce que souvent les événements sont rendus publics, le programme de ces espaces sont rendus publics, cependant pas les lieux forcément. Donc, juste pour un petit background, pour que vous ayez une idée d'où je parle. Donc, depuis la COP21 qui s'est tenue à Paris en 2015, je m'intéresse à l'agrobusiness brésilien et comment il se climatise. C'est-à-dire, dans ce cas précis, la manière dont des acteurs historiquement productivistes, voire climato-sceptiques, intègrent progressivement les enjeux climatiques dans leur discours, leurs pratiques et leurs stratégies. Je suis donc partie à la COP30 à Belém avec une question assez simple. Donc, comment l'agrobusiness brésilien se positionne-t-il aujourd'hui dans la gouvernance climatique internationale et comment ce positionnement a pu ou pas changer au fil des années? Mon hypothèse de départ était qu'on est passé en une dizaine d'années d'un agrobusiness qui était relativement encore périphérique à Paris, qui tâtait encore le terrain, qui essayait de savoir comment se positionner et ouvrir des brèches, à un agrobusiness devenu central, très visible, très à l'aise et pleinement intégré, au moins symboliquement et discursivement, au dispositif climatique. La question était donc la suivante. Comment cette centralité s'est-elle rendue possible? Donc, à partir de mon terrain, j'ai essayé d'identifier 3 dimensions clés qui m'aident à répondre à cette question. Donc, la capacité de circulation des acteurs de l'agrobusiness brésilien, la hiérarchisation des agricultures qui fait écho donc à la dualité historique brésilienne, la dualité agricole institutionnalisée au Brésil, et l'homogénéisation des solutions et des promesses portées par ces acteurs. Donc, c'est autour de ces 3 observations que je vais organiser mon retour. Donc, la première observation, c'est que l'agrobusiness brésilien est aujourd'hui massivement et structurellement présent dans les espaces de gouvernance climatique internationaux. Et cette présence prend tout son sens lorsqu'on la met en perspective avec ce qu'on observait aux COP précédentes. Donc, si à la COP 21, il y a 10 ans, ces acteurs étaient plutôt en périphérie, aujourd'hui, ils sont full dedans. Il n'y a plus de soucis de circulation. Ils sont très bien accordés aux manières de faire et au langage de la gouvernance internationale. Je me suis proposé à suivre certains acteurs que je suivais déjà depuis quelques années avec mes recherches de thèse, donc des secteurs représentants du secteur agricole brésilien. Donc, j'ai pu les retrouver dans les différents espaces de la COP. Vous allez voir, par exemple, une intervention de Roberto Rodrigues. Il y en a 2 photos de lui. Donc, ici à la Casa do Seguro, un espace coordonné et mis en place par le secteur des assurances. Roberto Rodrigues à la zone bleue, en train de parler dans le pavillon de la Confédération nationale d'agriculture, un grand syndicat représentant des patrons de l'agrobusiness. Et ici, un screenshot d'un profil Instagram d'un des acteurs que je suis, qui s'appelle Eduardo Pass, qui est un conseiller du secteur de l'agrobusiness et qui montre très fièrement dans sa page personnelle les différents badges qu'il a pu collecter pendant les événements pré-COP. Donc, dans ces badges, là, on ne le voit pas très bien, on peut observer qu'il ne va pas seulement représenter, il ne va pas seulement être invité en tant que représentant de l'agrobusiness, par exemple par la ABAG, l'Association brésilienne de l'agrobusiness, mais aussi en tant que représentant du ministère de l'Agriculture et notamment d'un institut, d'un
une espèce de think tank de l'agrobusiness que lui-même porte. Donc, ce que ces images montrent, c'est un mode de présence. C'est la capacité d'un noyau d'acteurs de circuler en continu entre les espaces plus publics et privés et para-institutionnels, y compris dès l'après-COP. Donc, qui annonce déjà comment on aurait dû les retrouver lors de la COP officielle, les 2 semaines à Belém. Donc, la COP 30 n'est pas seulement considérée comme un lieu de visibilité. On peut vraiment l'appréhender pour l'agrobusiness brésilien aujourd'hui comme un lieu de centralité où ils se sentent à la maison et à l'aise. Donc, cette centralité, elle est bien entendu pas neutre. Elle produit des effets très concrets sur ce que devient audible, visible et surtout aussi sur ceux qui pèsent réellement dans la diffusion et dans la définition des solutions agricoles possibles et envisageables. Donc, mon deuxième point d'observation pour essayer de comprendre un petit peu mieux cet univers, c'est que donc la centralité de l'agrobusiness et l'homogénéité des promesses qui diffusent produisent très clairement une hiérarchisation très nette des agricultures, fondée bien entendu sur des rapports de pouvoir politiques et économiques très différenciés. Donc là, j'ai voulu vous présenter un petit peu des pavillons adjacents et différents des pavillons de l'agrobusiness. Alors, si l'agrobusiness il est massivement présent à la COP, des agricultures que je vais me permettre de nommer dites alternatives à l'agrobusiness, sont elles aussi là. Elles ont des pavillons, elles organisent des événements, des side events, elles sont présentes à l'AgriZone, donc cet espace dont Léa a mentionné au début, qui a été mis en place par l'Embrapa, c'est l'entreprise brésilienne de recherche agricole, qui a vraiment investi énormément d'argent pour construire ce lieu très technologique et remarquable si on le compare à la structure de la UNFCCC. Mais la participation de ces agricultures alternatives et de ces discours existe et persiste malgré le fait que la domination tient quand même du côté de l'agrobusiness. Ces espaces vont être le terrain pour la diffusion de discours autour de l'agroécologie, de la justice sociale et alimentaire, et aussi, bien entendu, des discours anti-pesticides. Donc, le problème n'est pas leur absence, mais surtout, voilà, ce poids différencié, leur possibilité de circulation et aussi la place qui leur est accordée par les dispositifs institutionnalisés. On retrouve ici donc un miroir de la dualité agricole brésilienne. Donc, comme disent les gens, un peu cette marque brésilienne qui revient nous taper à la porte, où des acteurs plus proches de l'agrobusiness brésilien sont très intégrés aux espaces centraux et des acteurs plus proches des agricultures alternatives, familiales ou de petite échelle sont présents, mais moins structurés dans l'architecture du sommet. Cette hiérarchisation n'est pas seulement donc spatiale, mais elle produit aussi le portage des discours qui vont être mis en avant. Donc, j'arrive à mon troisième point, que malgré la diversité apparente des espaces et d'une participation également de ces acteurs des agricultures alternatives, on a quand même des récits et des promesses dominants et homogénéisés qui vont prendre le dessus et qui vont étouffer d'autres voix. On voit quand même une certaine continuité entre les discours qui étaient présentés à la COP 21 et les discours qui sont présentés aujourd'hui, malgré le fait que la buzzword, les noms donnés aux solutions agricoles présentées, ont pu différer, ont pu évoluer et changer. Donc, à la COP 21, on entendait beaucoup parler de ces solutions miraculeuses de l'agriculture, qui étaient par exemple la Climate Smart Agriculture, ou bien le projet 4 pour 1000, qui a été d'ailleurs présenté par le ministère de l'Agriculture français. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, la buzzword agricole, c'est l'agriculture régénérative. Dans tous les événements que j'ai pu assister, c'est le mot du moment, c'est le mot à la mode. C'est la solution miracle de l'agriculture industrielle, pas seulement brésilienne, mais globalisée. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans ces différents espaces, on va retrouver
les mêmes acteurs qui vont porter les mêmes promesses. Donc ici en bas, j'ai une petite photo du pavillon de Nestlé à la Grisonne, où on peut dire régénérer nutrir o que faz bem. Régénérer, c'est nourrir ce qui fait du bien. Donc on va retrouver ce mot régénératif un peu partout, y compris par exemple dans des présentations du secteur privé. Donc là, on a une représentante du CEBEDS qui a une articulation du business au-delà du secteur agricole, qui montre dans son slide comment l'agriculture régénérative est la plus rentable possible. Donc on revient aussi au-delà d'une promesse environnementale à une promesse financière et économique également. Alors, vous allez me demander, qu'est-ce que ça veut dire agriculture régénérative? Très bonne question. Même eux n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ce terme, il fonctionne donc comme un chapeau discursif très plastique. Et cette plasticité est utilisée quand même comme une force, comme un moteur de possibilité d'adaptation. Elle fédère sans trancher et sans mettre en avant justement les possibles conflits qui sont inhérents au secteur agricole. Donc là, j'ai l'impression qu'on n'est plus seulement face à une stratégie, mais face à un compromis qui se dessine. On voit que la stratégie agroclimatique orientée vers les financements du climat et ses dites opportunités de rentabilité se consolide. Donc, pour conclure, l'agrobusiness brésilien est fortement investi dans ces espaces et ça ne traduit pas forcément dans un débat ouvert. Ces acteurs, ils arrivent avec un discours et un positionnement déjà très ancré et très borné. Je m'intéresse aujourd'hui, après ce terrain très structuré, à ce que je considère la fabrication d'un compromis agroclimatique autour de ces idées phares du secteur agroalimentaire. Donc, à mon sens, ces compromis se rendent possibles par ce qu'on vient d'observer, donc la forte circulation des acteurs, par la hiérarchisation des agricultures et des solutions possibles, et aussi par l'homogénéisation des promesses et des stratégies. Donc moi, je vais vous parler un peu rapidement de ce que j'ai pu tirer comme piste après avoir fait les observations, donc plutôt sur le secteur extractif et sur le secteur extractif brésilien, plutôt en particulier là aujourd'hui. Donc c'est bien sûr, c'est un terrain encore très récent, donc c'est plutôt voilà les pistes vers lesquelles j'ai envie de me tourner en ayant été observé pendant ces 2-3 semaines. La première chose dont j'avais envie de parler, c'était justement à l'intérieur de cette zone bleue officielle, à quel point ce discours de l'industrie extractive est standardisé et très dépolitisé. Bien sûr, le secteur extractif, le secteur minier brésilien a un peu de mal à s'ancrer et à faire un cadrage à l'intérieur de ces ZEB, et c'est quand même pas un acteur évidemment bénéfique pour l'environnement, beaucoup moins que ce que peut l'être par exemple le secteur agricole, donc il y a un cadrage qui peut être très différent. Mais il y a toujours un lexique qui est très homogène et un cadrage qui se fait autour de la transition verte de l'extraction. Donc beaucoup autour de la promesse de décarbonation du secteur, des innovations qui feraient qu'on pourrait extraire les ressources naturelles de manière moins polluante. Et bien sûr, toujours beaucoup de tables rondes, d'événements, etc., qui sont organisés autour de la nécessité d'extraire plus vite et mieux ce qu'on appelle les minéraux critiques, donc lithium par exemple, en tout cas tous les minerais qui servent à la transition énergétique. J'ai pas forcément envie de rentrer en détail dans ces promesses du secteur extractif parce que je trouve que ça revient beaucoup à faire un peu la promotion et la pub des politiques de RSE et des politiques d'affichage publicitaire du secteur extractif. Donc c'est pas bon, je trouve pas que ce soit forcément le plus intéressant. En tout cas, ce que j'ai trouvé intéressant, par exemple, c'est à quel point les controverses, les critiques, toujours mises de côté dans ces espaces. J'ai observé plusieurs exemples de moments, on pourra même parler plus tard, où les prises de parole critiques, donc qui sont normalement jamais permises, qu'il n'y a jamais de temps de questions-réponses qui est permis à la fin de ces tables rondes. Mais quand il y a des controverses, elles sont systématiquement mises de côté, écartées. Il y a pas de débat et d'échange possible avec la salle. Donc voilà, un cadrage qui est toujours bien pensé autour de cette promesse de neutralité carbone
et jamais autour de l'impact de l'extraction des ressources naturelles. Quelque chose dont on pourra, que je vais pas trop détailler ici, mais il y a quand même un registre qui est très différencié selon la langue de la conférence. Donc souvent, il y a quand même un discours qui est très ouvert en anglais, qui est très sur les promesses justement de neutralité des carbones. Quand c'est en portugais, j'ai eu en tout cas l'impression que c'était beaucoup plus développementaliste au sens où c'était quand même beaucoup plus axé sur le Brésil a besoin de toute façon de continuer à extraire minéraux et on n'a pas envie de s'empêcher de le faire. À l'extérieur, le secteur extractif, il est beaucoup moins présent que ce que j'avais imaginé avant d'aller à la COP. Pour plein de raisons qui peuvent se comprendre, mais en tout cas, je m'attendais beaucoup plus à voir la présence de l'entreprise sur laquelle j'ai fait ma thèse, donc Vale, qui est une des plus grosses multinationales minières au monde, mais qui est surtout une entreprise brésilienne. Donc, je m'attendais à avoir une présence quand même beaucoup plus importante. Même en arrivant à l'aéroport de Belém, la présence symbolique, imaginée de Vale, elle est très présente. À Léon, finalement, beaucoup moins que ce que j'avais pu observer dans Minas Gerais, dans d'autres espaces brésiliens. Mais elle était en fait beaucoup plus, justement, comme d'autres m'ont dit, précope ou plus cachée en tout cas. Elle est quand même la présence de l'industrie minière et non pas de cette entreprise Vale, étonnamment. Elle était quand même assez dense dans ces espaces satellites. Donc, c'est des lieux qui sont conçus pour produire la légitimité. Donc, là, par exemple, c'est la Casa de Mineração, donc la maison d'industrie minière, qui est en fait un syndicat minier donc, de l'industrie des îles de l'Ibram, et qui ont créé cette maison pour l'événement de la COP, mais qui, avec là, différemment de ce qu'a pu observer Lydia, mais avec aucun programme publié en ligne, toujours des photos qui sont publiées sur les réseaux sociaux, par exemple, a posteriori, et c'est même pas sur invitation, enfin, c'est sur invitation, mais on peut même pas demander à s'inscrire. Donc, c'est vraiment des événements qui étaient vraiment un autre soir des acteurs de l'industrie minière et qui étaient complètement fermés aux présences extérieures. Peut-être pour éviter les conflits, enfin, c'est interprété de plusieurs manières. Dans d'autres espaces qui sont ouverts au public, il y a quand même une scénographie de la participation responsable, du dialogue, des espaces qui sont conçus justement pour rendre un peu plus légitimes les politiques d'extraction et de développement des entreprises. Je m'attendais pas du tout à voir ça. En fait, c'était dans la Free Zone. C'était un espace culturel organisé par le gouvernement et le Para. Et en fait, à l'intérieur, c'était entièrement financé par le syndicat de l'aluminium. Donc là, la photo qu'on voit, cette petite boule là, c'est écrit le fantastique monde de l'aluminium. Et il y a tout un registre qui est fantasmé, imaginé autour de à quel point en fait l'extraction d'aluminium est bénéfique à la fois pour le développement du Brésil, mais aussi pour la transition écologique et énergétique. Un autre exemple un peu symbolique, ce personnage qu'on voit là, c'est le personnage qui est en fait qui est légende pas seulement brésilienne d'ailleurs, qui est plus légende que ça, du protecteur de l'Amazonie, protecteur des forêts. Et donc qui a les pieds à l'envers parce que il se défend des animaux et des potentielles menaces, et qui est un feu d'ailleurs. Et donc là, il a été repris à un syndicat minier et il est déguisé en travailleur de la mine. Et donc tous les participants de ces syndicats miniers avaient un petit pin de ce groupe-là qui est déguisé en mineur. Intéressant de cette reprise des symboles. Moi, on m'a beaucoup plus que pour d'autres secteurs, on m'a quand même beaucoup plus refusé l'entrée et c'est beaucoup plus fermé, caché, opaque. C'était, puis voilà, comme je disais, souvent, ils publiaient les photos de ce dîner un peu entre soi a posteriori, mais à l'extérieur, il y avait quand même des zones beaucoup plus de création d'affect aussi avec du coup, pas les personnes accréditées dans la COP, mais beaucoup de financement, par exemple, de programmes culturels. Et juste un petit point de contexte que je trouve intéressant sur ce secteur de l'industrie minière au Brésil, c'est que c'était quand même dans un moment assez étonnant de la part du Brésil, en tout cas, de la part du gouvernement brésilien. En fait, juste avant la COP, donc peut-être plus que d'avant, le gouvernement de Lula a autorisé un vieux programme qui était en fait bloqué au niveau du ministère public depuis quelques années, enfin vraiment pas mal d'années. Un projet qui était assez contesté de forage d'hydrocarbures à l'embouchure du fleuve Amazon. Donc, en fait, c'est très très proche de la Guyane française. C'est vraiment en fait juste à côté de là où la COP se déroulait. C'était un étonnant de la part du gouvernement d'autoriser finalement ce projet juste avant la COP. Justement, on va y revenir, mais le Lula avait décidé que c'était la COP de la vérité
cette COP de la vérité, elle peut être entendue de diverses manières, mais ça peut aussi être voilà la COP de on va assumer les choix aussi qu'on fait localement en termes de ressources, de développement de certains projets. En tout cas, il y a une coexistence un peu qui se veut pacifiée de l'agenda climatique et de l'agenda extractif au Brésil. Et il n'y avait pas seulement ce contexte de la reprise de ce Danzig, qui est quand même un gros projet d'extraction de ces carbures. Pas seulement celui-là, mais il y avait aussi une reprise des débats autour du fracking, donc de la fracturation hydraulique au Brésil, donc on expert de manière ce qu'on appelle non conventionnelle des hydrocarbures, et aussi la concession de rivières, donc en fait une privatisation de rivières en Amazonie, donc le Tapajós, le Madeiras et le Tocantins, pour développer des projets de transport, d'énergie. Tout ça, juste avant cette COP, donc c'est quand même un agenda un peu questionnable et justement sur lequel on pourrait interroger. En tout cas, ce que je retiens de ces observations à la COP, c'est qu'il y a vraiment une dépolitisation et une harmonisation des discours vers la transition énergétique et vers la neutralité carbone. Des conflits qui sont vraiment mis à l'écart, qui sont gardés à l'extérieur, et beaucoup de formes d'obstruction qui sont par les espaces satellites, qui peuvent être par du lobbying frontal, du lobbying direct, mais qui mènent à des sortes de compromis sélectifs pour rendre justement les décisions des secteurs industriels compatibles avec la gouvernance climatique et justement la production d'un consensus entre les intérêts du secteur privé et le discours climatique. Bon, donc, vous aurez compris, on passe d'un extrême à l'autre, par de deux mares, celle du business et celle de la vision, qui à l'origine sont totalement extérieures à la reine climatique et qui aujourd'hui sont passées au centre finalement. Donc, c'est pas si inintéressant de les mettre en série finalement. Peut-être comme vous le savez, ça fait longtemps avec Jean qu'on suit ça, depuis Rio plus 20, donc en 2012. On a suivi la manière dont les mouvements autochtones s'intègrent dans les arènes environnementales globales et en particulier dans l'arène climatique. Donc le premier fait, c'est que j'ai envie de parler d'une forme d'indigénisation de la COP, c'est-à-dire autant à Paris en 2015, on voyait tout d'un coup les indigènes qui avaient vraiment une position officiellement dans la COP, c'était assez nouveau. Depuis 2 ans, depuis 2 COP, ils avaient déjà pavillon, mais là, c'était beaucoup plus généralisé. Je vous rappelle que il y avait une des spécificités de cette COP, c'était en Amazonie, et ça a été voulu par Lula comme c'était vraiment un acte politique très important. C'était à la fois la forêt, l'humidité tropicale pour les négociateurs, et aussi évidemment la présence des gens qui vivent dans les forêts et qui sont directement impactés par le changement climatique. Et donc, indigénisation de la COP, ça veut dire d'abord visuellement une omniprésence une symbologie autochtone, que ce soit dans les marches, dans les slogans, dans l'esthétique, le jaguar, il y avait des jaguars partout, même à l'intérieur de la COP, dans la zone bleue, il y avait des jaguars et des plumes partout. C'était assez nouveau dans une COP, c'est-à-dire c'était pas seulement certains espaces autochtones dans lesquels on mettait des plumes, mais c'était vraiment omniprésent dans la scénographie générale de ces COP. Je vous l'ai dit, ce parlement gonflable, là, dont on parle, qui se déplace d'un pays à l'autre. Alors, le première chose, c'est que la COP autochtone, elle était partout, justement dans la grappe d'événements dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle était, en fait, dans la zone bleue, puisqu'il y avait un caucus indigène, donc il y a différentes institutions qui font exister officiellement dans la gouvernance climatique de l'UNFCCC les populations autochtones. C'est-à-dire que ces trois, elles ont vraiment un rôle officiel dans les instances, mais dans les espaces aussi. Dans la Green Zone, il y avait énormément d'autochtones brésiliens. Les spécificités de cette COP, on a peut-être assez insisté, mais c'était d'être profondément brésilien. C'est à la fois le Parlement gonflable qui se reproduit à l'identique chaque fois dans une ville différente, mais là, au Brésil, il y avait vraiment une présence très très forte, surtout pour la société civile et les autochtones, des Brésiliens. Donc c'est assez inédit en fait pour les COP. Normalement, ils sont quand même beaucoup plus cosmopolites. On va revenir sur ce point. Et donc toute la COP a été parcourue par cette espèce de tension entre l'agenda politique brésilien et l'agenda international de la COP et qui l'intéresse. On avait plusieurs espaces, on avait la zone bleue, la zone verte, et puis il y avait aussi une aldeia COP, dans le sens où il y avait un espace spécifique pour les peuples autochtones. Ils se sont vraiment climatisés stratégiquement pour avoir une légitimité, et donc c'était une COP, mais c'était une COP de l'aldeia, donc des autochtones, dans un bâtiment particulier, avec un espace faire des sanations, donc se purifier, un espace spirituel, un espace politique, un espace technique, un espace de marché. Enfin, voilà, il y avait toute une série d'espaces qui étaient très intéressants. Et
pour comprendre la présence autochtone, il faut voir qu'ils étaient vraiment dans plein d'espaces différents et sous des formes différentes. C'est ça qui est compliqué. Cette indégenisation de la COP, elle se faisait dans des modalités très différentes qu'il faut savoir lire. On a décidé avec Jean d'insister sur 2 grands mouvements qui sont la suite des mouvements qu'on avait observés à la COP 21 il y a 10 ans. C'est-à-dire, il y a eu une forme d'institutionnalisation de la présence indigène très importante, mais qui fait aussi qu'elle devient de plus en plus technique. En fait, on est toujours dévoré par la bureaucratie onusienne. Et quand on a une voix dans la bureaucratie onusienne, on est aussi digéré. Et donc, les débats autochtones sont de plus en plus techniques à l'intérieur du processus onusien. C'était une COP exceptionnelle puisqu'il y avait 750 délégués autochtones. Là-dessus, juste, j'ai pas le temps de revenir, mais c'est technique, mais fondamental politiquement. Ils étaient pas dans les délégations officielles. Ils avaient même le même statut que nous, ils étaient en overflow, ça s'appelle, delegate overflow, et donc ils n'étaient pas à l'intérieur des délégations. On voit à la fois une présence massive, ça n'a jamais été le cas, autant de délégués officiels accrédités dans la zone bleue ou dans la zone de négociation, et en même temps, ils sont pas vraiment négociateurs. Pavillon autochtone, donc showcasing, c'est-à-dire ils ont une présence physique avec un espace à eux, avec une programmation constante, organisée par une élite autochtone très cosmopolite, un caucus, donc au sein des négociations onusiennes, ils ont un espace. D'ailleurs, il y avait le pendant brésilien avec le cercle des peuples aussi. Donc, il y avait différentes manières de faire des participations. La LCIPP, c'est la Local Community and Indigenous People Place. Et là, on a vraiment vu 10 ans après Paris la manière dont les connaissances autochtones sont totalement intégrées dans le processus climatique. Les connaissances autochtones sont un peu dépolitisées et vraiment, dans toute la COP, on a entendu très souvent l'idée, il faut en même temps de la science et des savoirs traditionnels. C'est plus du tout politiquement incorrect de dire ça devient une espèce de langage assez classique de dire, voilà, il faut intégrer les connaissances traditionnelles avec la science. Et donc là, on est vraiment dans ce cas-là, mais avec aussi une dévitalisation, on va dire dépolitisation, puisque les savoirs traditionnels, finalement, sont mis à l'égal des local communities. Et donc, les droits autochtones pour lesquels ils se sont battus depuis 30 ans, de cette manière, battent de l'aile, puisqu'on intègre les connaissances traditionnelles, ce qui est pas et ce qui est évident, puisque pour les Brésiliens et pour beaucoup d'autres, il y a aussi les caboclos, il y a les populations noires qu'il faut prendre en compte, les ribeirinhos au Brésil. Et donc, on a vu, par exemple, un représentant autochtone africain se plaindre dans une plénière de dire que c'était scandaleux, on donnait beaucoup trop de voix aux populations locales par rapport aux populations autochtones, qui voulait dire, en termes brésiliens, donner de la voix aux afrodescendants. Voilà, dans les contradictions du système onusien, ça intéresse. Voilà, en même temps, une présence massive, il y avait 3000 autochtones dans toute la ville, donc ça, là, c'est pour la zone bleue qui est déléguée, et 3000 autochtones dans toute la ville. Donc, il y avait vraiment une omniprésence des populations autochtones. Cette présence autochtone, nous, on l'a lu déjà depuis 2010 par l'idée de réenchantement de la COP. C'est-à-dire, il faut réenchanter la reine climatique. Et donc, on peut voir ça comme une espèce on a appelé parfois ça essentialisme stratégique symétrique. Pour bien montrer la complexité, parce qu'il y a beaucoup de récits qui simplifient énormément cette essentialisme stratégique. D'un côté, il y a ceux qui disent, mais oui, on n'a jamais vu une COP aussi indigène, il y a des représentants autochtones partout, il y a beaucoup de plumes, on entend beaucoup de discours. Voilà, c'est la première COP qui est aussi autochtone dans l'histoire des COP. Et à l'inverse, il y a ceux qui disent, et il y a beaucoup de leaders indigènes qui disent ça, on nous a donné de la visibilité, mais aucun pouvoir politique. En fait, on serait instrumentalisé par la COP, juste pour réenchanter le processus des COP, et en fait, on n'a aucun pouvoir. Et je voudrais vous montrer que c'est faux aussi. C'est-à-dire, en fait, il y avait un agenda très clair, assez politique des populations autochtones. Les leaders autochtones sont très présents au Brésil, en particulier dans ce moment avec Lula. Il y a une nouvelle ministre des questions autochtones qui est très puissante, c'est une femme qui vient des mouvements autochtones, donc de l'APIB, l'Association brésilienne des peuples autochtones, Guajajara, Sonia, et qui a très bien joué cette espèce de double jeu entre avoir des revendications très politiques sur la revendication des terres au Brésil, et en même temps jouer l'agenda climatique. Juste énorme coup politique par le Delago, donc le président de la COP, lors d'une manifestation, puisque les peuples autochtones, ils jouaient vraiment sur les 2 tableaux, et donc à la fois ils jouaient vraiment l'officialité, et en même temps il y a eu 2 manifestations avec des intrusions à l'intérieur de la COP. Donc ils ont vraiment mis la pression réelle pour dire qu'ils n'étaient pas écoutés, pour dire que même s'il y a des délégués, en fait, personne les écoute, ils ne peuvent pas négocier. Donc il y a eu une intrusion de peuple du Tapajos, donc la première fois du bas Tapajos, et qui ensuite des Nunurugulu qui sont un peu plus en haut du fleuve, donc moyen haut Tapajos, 2 jours après. Et donc là, ils ont vraiment montré une idée autochtone offensive politiquement. Et Delagos est sorti, c'est quelqu'un qui est un grand négociateur, très habitué, avec tous ses communicants. Ils sont sortis, il a pris un enfant en ses bras. Vous voyez l'imaginaire quand même de ce grand bonhomme
avec un petit autochtone dans les bras. Bon, c'est vraiment, au niveau des imaginaires, il a gagné, je pense, beaucoup de points en termes médiatiques, mais c'est un peu terrible comme image quand même. Voilà, il a réussi en tout cas à montrer que le Brésilien, les Brésiliens, le gouvernement brésilien, sont des autochtones. Là, au centre, vous voyez Guajajara, qui est une grande femme politique brésilienne. Reflorestarmensis, donc il faut refleurir les esprits. Donc dans cette instrumentalisation symétrique, vous voyez, il faut prendre le bâton par les deux aspects. À la fois, il y a une instrumentalisation par la cote de ces symboles autochtones, et à la fois, les autochtones ont vraiment tenu quand même une négociation, et ils ont réussi finalement à avoir 4 terres homologuées. Moi, j'ai pas toujours exactement le même chiffre, mais ouais, c'est ça. Il y a eu toute une série de paquets de terres qui ont été homologués. Et donc, en termes brésiliens, il y a eu un vrai succès, une vraie avancée, même si après, vous savez, les climato-sceptiques et les anti-autochtones ont réussi à essayer de faire baisser l'importance de ces mesures, mais il y a eu un vrai succès politique en interne au Brésil pour les populations autochtones. Et par contre, au niveau de la population autochtone, au niveau cosmopolite, c'était plutôt une COP de bas résultats. La polarisation qu'on a au Brésil entre les différents types d'agriculture, entre extractivisme et population autochtone, entre Bolsonaro et Lula, se sont reflétés dans la COP et renvoient à des polarisations au niveau global entre les différents groupes présents lors de ces COP, entre la société civile internationale et l'agro-business. Enfin, l'agro-business et le business en général et les États pétroliers, mais aussi au niveau politique, vous voyez bien, entre Bolsonaro et Lula. Et vous avez aussi une image, un parallèle possible entre les pays obstructivistes, autoritaires, et les pays plus démocratiques et qui sont souvent plutôt pour avancer sur l'agenda climatique. So, par rapport à la situation, par rapport à la position de la France en particulier, les diplomates français, et aussi par rapport à la Guyane, puisqu'en fait, la France est voisine du Brésil et est très voisine de Belém, de l'État du Pará. Est-ce que vous avez des observations là-dessus? Merci. Merci, Jo. Et merci pour vous présenter. Moi, j'avais une question, peut-être si vous pouvez revenir sur votre méthode collective qui est quand même super intéressante, nous dire un petit peu plus ce que vous en retirez de cette expérience d'ethnographie collective, collaborative, ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné. Celle-ci, hein. Ouais, celle-ci en particulier. Ouais, dans la même lignée que la dyslexie sur la lettre gauche, je me demandais si vous aviez aussi du terrain dans les éléments précoces dont vous parlez beaucoup, qui sont la sanitaison et qui participent de la COP, mais du coup, est-ce que tu as eu des déclarations dans le cadre-là aussi? Moi, j'avais une question sur le concept un peu de gouvernance par les promesses, que je trouve assez intéressant, notamment parce que c'est qui aimait les promesses, en fait. Parler un peu de cette idée des gouvernements qui ne sont plus crédibles, ou comment est-ce qu'ils peuvent faire au Blanc-Kibi. Et à côté, plutôt des industries agricoles, minières, qui font ces promesses de l'agriculture régénérative, l'industrie éco-responsable. Et du coup, est-ce qu'on les croit plus? En fait, quelles sont ces promesses? Qui les émet? Comment est-ce qu'elles participent à la boule avant? Je les aide. Ok, oui, merci. Alors, excusez-moi, je vais être une caricature de politiste parce que je vais vous poser une question sur l'équilibre des pouvoirs. Je pense que en fait, je me suis beaucoup demandé comment, en vous écoutant, comment comprendre tous les aspects contradictoires de ce gouvernement Lula qui se verdit, qui cherche à se construire une légitimité autour de la COP, et puis ce que vous avez présenté, Livia et Léa, et puis la question autochtone. Et donc, moi, je pense qu'en fait, il faut quand même aussi... j'ai pensé en vous écoutant au fait qu'un des événements marquants de l'arrivée au pouvoir du gouvernement Lula, ça a été la loi dite du Marco Temporal, qui est un énorme recul sur la définition des terres indigènes. En fait, on a reculé par rapport à la période du régime autoritaire. Et pourquoi? Parce que, en fait, le Congrès est de droite et que ce gouvernement, il fait pas ce qu'il veut. Et donc, vous avez quand même beaucoup insisté sur la présence de Sonia Guajajara. Quand même, entre parenthèses, en fait, c'est presque fini. Leur gouvernement, elle n'est pas si nouvelle. Ça fait déjà 3 ans et demi. Dans 6 mois, il y a les élections. Et donc, je me disais que... Donc, c'est pour ça que c'est un peu de la caricature de politiste, mais que sa présence et puis tout ce que vous montrez de cette Aldea COP, dans une certaine mesure, c'est peut-être aussi une ressource face... Donc,
aux politiques développementalistes hyper extractivistes avec la présence de toutes ces entreprises et aussi une ressource face donc à ce congrès conservateur. Livia me rappelait tout à l'heure que la reconnaissance des 3,6 millions d'hectares, en fait, c'est un recours qui est fait à la Cour suprême, au tribunal suprême fédéral, contre cette loi qui a été prise au début du mandat C'est au contraire. de Lula. Non, c'est au contraire. alors Les terres la démarcation des terres ont été annoncées lors de la fin de l'accord et les oppositeurs des démarcations, comme les acteurs de l'agrobusiness, ont fait un recours auprès du Suprême tribunal fédéral pour que le marco temporal soit institué. Ah bah, j'avais pas compris, merci. Mais en tout cas, la question que je me posais, c'est ce que fait cette présence massive à la COP dans un moment où en réalité, au niveau national et local, les droits des peuples autochtones sont hyper fragilisés et que par ailleurs, l'État du Pará, c'est une des régions les plus létales au monde pour les défenseurs de l'environnement et les défenseurs des droits humains qui, en général, justement, appartiennent. En fait, il y a les peuples autochtones et puis dans cette région, il y a aussi les personnes qui sont descendantes des communautés de Quilombos. Et donc, voilà, il y a ce moment multilatéral qui, à mon avis, est à interroger aussi au regard de tout ça. Ma question est assez confuse, excusez-moi, et merci pour ton aide, Nivia. Sur France-Guyane, la Guyane était présent, avait des stands, enfin la France était présent, il y avait des choses et c'était vraiment une COP aussi de la forêt. Le fait de le faire à Belém, la présence des pays forestiers, du Congo, de l'Indonésie et donc des pays du bassin amazonien. Il y avait vraiment et il y a eu une grosse annonce, de Lula avec Macron, qui est un des premiers à l'avoir soutenu là-dessus, autour du TFFF, qui est encore une nouvelle promesse de gouvernance à travers un fonds des forêts tropicales. Donc la France a joué ce rôle-là que se donne Macron un peu aussi de défenseur des forêts tropicales en alliance avec Lula. Mais le rôle de la France, en fait, dans les négos, en gros, il est aligné. Il faut penser par bloc, en fait. Et c'est assez dur d'avoir. Et donc, c'était l'Union européenne a suivi les positions européennes. Et bon, c'est un peu dur de résumer, mais basiquement, l'Europe s'est fait très critiquer en grande partie par les pays du G77. Et il s'est passé un peu, c'est rejoué là ce qui s'était passé à Rio en 2012, c'est-à-dire que l'Europe est arrivée sans les moyens de ses ambitions. En gros, sans argent à mettre sur la table, parce que c'est quand même un deal de base. C'est quand il y a de l'aide au développement à mettre sur la table, il y a moyen de fracturer le G77, en gros, en s'alliant aux pays, notamment de la OSIS, les petits pays des îles et les pays africains. Et du coup, l'Europe, les revendications européennes peuvent être tentées. Et l'Europe, en deuxième semaine, a joué un jeu un peu qui a été qualifié d'un peu hypocrite par une partie de la CAN, de la société civile, qui était de dire bah, vous voyez, c'est pas assez ambitieux parce qu'on refuse de mettre le thème de la sortie des fossil fuels, qui est un thème, c'est vrai, très très important. Mais en amont, ils avaient aussi refusé de mettre de l'argent sur la table, basiquement, bah, aussi parce que les comptes des pays européens sont ce qu'ils sont. Donc les engagements étaient faibles. Donc il y a eu ce jeu-là. Bon voilà, je ne sais pas si les autres voudront rajouter des trucs. Sur la méthode collaborative, moi, il y a eu plusieurs trucs qui ont différé par rapport à nos expériences précédentes. La première, c'est la dimension internationale. Le fait d'être une équipe mixte franco-allemande, de parler anglais. Du coup, les échanges sont un peu moins fluides. Avec code brésilien quand même. Oui, avec, il y a aussi ouais, avec quelques Brésiliens aussi, mais bon, les échanges étaient quand même en anglais. Le fait d'avoir pas seulement un centre, mais 2 maisons différentes, donc pour les débriefs, ça complique un peu et de fait, en plus, il y avait une spécialisation un peu thématique. Donc même s'il y a eu des moments de convivialité, des moments d'échange à travers le débrief, c'était bien, je pense qu'on était moins fluide d'un point de vue du dialogue que lors des précédents éditions. Puis, bon, je ne vais pas revenir forcément là-dessus, mais des problèmes avec le logement, parce que le logement qui coûtait très cher, et puis des problèmes du coup de confiance au sein du groupe. Donc ça a été quelque chose d'un peu compliqué à gérer par rapport aux expériences précédentes. Il y avait une question de Louise sur les événements pré-COP. Oui.
Alors, c'est sûr que, étant donné le calendrier qui est assez étalé et ces événements peuvent avoir lieu, au fil de l'année, qu'il y en a certains de collègues du groupe qui ont participé, par exemple, à de Bonn, des événements à Bonn. Je sais plus, il y a des gens qui sont partis à la Climate Week à New York. On a essayé de suivre en ligne. Voilà, il y a eu cette volonté de suivre en ligne. Donc, étant donné ce dispatch, comment on dit ça? Dispatch? Cette dispersion temporelle des événements, on a du mal à tout suivre. J'ai eu l'occasion quand même, Léa aussi d'ailleurs, mais après, t'as pas participé d'événements pré-COP forcément, non? Bah, si je peux juste rajouter quelque chose sur le fait que c'était quand même difficile, c'est que la publication des agendas et de ces événements pré-COP sont très opaques et elles se font un peu, en tout cas c'est mon impression, un peu au dernier moment. Et même si avec Livia on avait un peu de temps et qu'on avait prévu d'aller au Brésil avant la COP justement pour participer à ces événements pré-COP, par exemple, Livia elle était à São Paulo, moi j'étais à Brasilia et un petit peu à São Paulo. En fait, au moment où j'y étais, par exemple, des événements pré-COP se sont déroulés à Rio. Mais ça, je pouvais pas le savoir. Et finalement, les événements pré-COP à São Paulo, c'était plus 2, 3 mois avant, en fait. Ouais. Donc, c'est quand même assez difficile si on veut pas passer son temps à traverser l'Atlantique, de participer aux événements pré-COP. Après, genre, oui, effectivement, en tout cas, du côté de l'agrobusiness, il y a eu une COP de l'agrobusiness qui a été organisée dans l'État du Pará, si je dis pas de bêtises, à Marabá. Voilà, encore une fois, qui s'est déroulée simultanément en septembre, non? C'était septembre ou octobre, quelque chose comme ça. Mais aussi, ça a posé un problème logistique de déplacement et aussi ce côté d'un peu d'imprévisibilité des agendas. J'ai passé 10 jours à Brasilia début octobre, justement, car le gouvernement brésilien avait prévu de faire des événements pré-COP dans cette semaine que je m'étais organisée pour y aller. Sauf que, ça a bien changé quand je suis arrivée. Donc certains événements qui étaient prévus ont pris d'autres formats. J'ai quand même pris le temps de participer à certaines discussions qui ont eu lieu au Congrès national, que bien que c'était pas des événements pré-COP à proprement dire, mais qui abordaient un petit peu quand même, étant donné la proximité temporelle avec l'événement. Et aussi, il y a eu le forum Interconselhos, donc les conseils de participation sociale très caractéristiques du gouvernement Lula. Donc, ils ont organisé pendant 2 journées à Brasilia, j'ai pu assister à cet événement, le forum Interconseil. Donc, tous les représentants des différents conseils brésiliens sont venus pour cet événement. Il y a eu une journée d'ouverture où plusieurs ministres, y compris Marina Silva, donc la ministre de l'Environnement, sont venus parler des perspectives en relation à la participation sociale et la tenue de la COP au Brésil. Donc ça a été vachement intéressant. Et aussi, du côté privé, un événement pré-COP de la Casa do Seguro, donc des acteurs des assurances. Je vais rajouter juste un terme général sur la pré-COP. En fait, ça renvoie à un problème méthodologique aussi. D'une certaine manière, on pourrait dire, comme dans toute la sociologie des réunions, quand on s'intéresse à un événement, en fait, l'idée, c'est que tout est fait avant. Et que, en fait, l'événement n'est qu'un lieu de visualisation des équilibres politiques qui ont été négociés avant. Et donc, en fait, ça sert de visualiser ce qui est déjà, en fait, plié. C'est-à-dire, vous voyez, quelque chose de typique, c'est les key speakers. Donc, on voit dans la liste des personnages importants qui sont en haut des événements, une hiérarchie qui s'est jouée avant. Et tout d'un coup, certaines personnes sont mises en valeur, donc leurs arguments, leurs promesses sont mis en valeur, etc. Donc, on peut avoir cette lecture-là. Et évidemment, quand on a une lecture un peu plus fine, à la fois pragmatique et l'événement, il se passe malgré tout des choses. Donc, l'autre lecture, c'est que malgré tout, ces événements sont quand même productifs. Ce ne sont pas que des moments où sont visualisés des équilibres sociaux et des hiérarchies qui sont établies précédemment, mais qu'il y a quand même des choses qui se jouent. Et en fait, tout le monde est étonné. Faut pas, même les Brésiliens, les négociateurs, les gens qui connaissent très bien les négociations. Enfin, dans le fond, dans ces 15 jours, on est tous quand même un peu étonnés. Il se passe des choses. Il y a une dimension vraiment productive de l'événement où il se joue des choses. C'est une vraie scène où le résultat n'est jamais... Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il savait déjà ce qui allait se passer. Non, je voulais commencer à répondre à la question de Camille. Et toi, après, vous parlez de la partie Marco Temporal, etc. Mais je trouve que c'est hyper important de replacer la COP dans le contexte électoral brésilien. C'est quand même vraiment à la fin
de l'année juste avant l'année électorale au Brésil. Et j'ai eu l'impression que c'était en permanence, de la part du gouvernement de Lula, en permanence un jeu de réponse à la droite et un jeu de réponse à la gauche quand même. Donc on va organiser la COP, c'est un signal très fort pour les défenseurs de l'environnement. Et en même temps, on va continuer à lancer des signaux beaucoup plus forts à la droite pour montrer qu'on va continuer à développer, qu'on va continuer à des projets d'extraction et qu'on va continuer à aller dans le sens de partisans de l'agrobusiness ou de la fameuse bancada BBB, enfin en tout cas des partisans de projets plus, en tout cas contre l'environnement, on va dire, enfin pour aller très vite. Et j'ai trouvé aussi que c'était assez, enfin en fait très prégnant la façon dont les mouvements sociaux, dont les différents mouvements sociaux ont vraiment du mal à critiquer le gouvernement Lula. Il y a tellement une grosse peur du retour de l'extrême droite au Brésil que la plupart des mouvements sociaux comme le MAB, le mouvement contre pour les atteintes contre les barrages, contre l'extraction minière, etc. Enfin, le MMM ou le MST, ils sont toujours en faveur du gouvernement Lula. Ils sont toujours un petit peu en co-organisation de ces événements. Et il y a très peu de contradictions parce qu'il y a une peur qui est sûrement légitime d'ailleurs et compréhensible du retour de l'extrême droite. Et donc même à des événements publics où on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait d'une confrontation, une critique, en fait elle n'existe pas ou très peu. Et j'ai eu cette impression, même si j'étais un peu plus loin, que c'était un peu la même chose à la Cúpula dos Povos, c'est la COP, disons, l'Aldeia COP, en tout cas la participation des peuples autochtones à cette COP. Et peut-être si on pouvait donner la parole à Gileandro et Ezequiel Valiente. Et ils peuvent peut-être dire un mot de la COP Parente. La COP est peut-être en portugais et puis quelqu'un peut traduire, Lívia, si je veux. Oui. Eu estava como professor universitário até recentemente em Dourados. Possivelmente ter de mudança para uma outra universidade agora. Il était en tant que prof universitaire à l'université de Dourados. Aí eu tô de mudança para uma outra universidade agora. Et il change à une autre université. A gente teve nos nossos territórios indígenas a COP Parem, né? E foi muito bem discutida entre diversos povos em todo o Brasil. Donc, il y a eu dans différents territoires indigènes la COP Parente, où justement les problématiques liées à la COP ont été discutées dans ces différents territoires au Brésil. E a gente percebe exatamente do ponto de vista que vocês tiveram aqui, né, dessa questão política muito problemática nesse período no Brasil. Et on perçoit également ce point de vue que vous avez partagé par rapport à cette situation politique problématique au Brésil aujourd'hui. Porque até recentemente a Constituição Federal não reconhecia nós, os povos indígenas. Eu acho que talvez isso fez com que a partir do a 92, né, a Rio 92 e esses outros encontros anteriores, pouca representatividade indígena se tivesse nessas reuniões. Jusqu'à très récemment, la Constitution ne reconnaissait pas les peuples indigènes et Les nouveaux. les nouveaux peuples indigènes. Et peut-être, c'est également pour cela que dans les COP précédentes ou dans les événements tels que à Rio +20, la présence des peuples indigènes était moins importante. E isso, apesar da recente conquista desses direitos, né, a gente teve um presidente de extrema direita recentemente que quase privou todos esses direitos conquistados em um período curto de tempo. E isso a gente percebeu, e esses movimentos da pré-COP foram em defesa desses direitos. Malgré le fait que nous avons acquis ces droits très récemment, le fait que nous avons vécu un gouvernement d'extrême droite qui attaquait très directement, frontalement ces droits récemment acquis. C'est dans ces événements pré-COP qu'ils ont voulu descendre justement ces droits-là. E eu imagino que, por conta disso, teve uma grande presença dos povos indígenas nessa COP.
essa movimentação realmente no sentido de marcar o seu território no Brasil e falar: nós estamos aqui para não ser extintos. Talvez essa seja a grande mensagem que foi tentada passar nessa COP pelos povos indígenas, aqueles que estiveram na Zona Azul e que tentaram chegar lá na COP 30. Era isso que esse parceiro de pensar. Ah, c'est pour ça qu'il y a eu une présence aussi massive des peuples autochtones à cette COP-là, c'est qu'ils avaient envie justement de marquer la défense des territoires. Et après, Pour ne pas être extinct. Pour montrer qu'ils sont là, qu'ils existent, ils sont pas éteints, qu'ils vont pas être, pour ne pas être anéantis en fait. Et donc ça a été une concertation. Moi, ce que j'entends surtout, c'est qu'il y a eu une concertation politique, une articulation politique extrêmement forte dans cette COP Parents et des décisions politiques collectives de savoir comment se positionner. Et c'est à donner probablement ce positionnement aussi des différents leaders. C'est-à-dire qu'il y a une conscience extrêmement aiguë des enjeux politiques de la COP et une utilisation de la COP pour l'agenda politique autochtone. Ils ne sont pas seulement instrumentalisés, ils instrumentalisent la COP pour leur propre agenda politique. Et on a fait un entretien assez intéressant avec un des bras droits de la ministre Guajarada. Et ce qui est intéressant, enfin, il faut quand même prendre en compte que c'est la première fois qu'il y a un ministère des Affaires autochtones au Brésil où les autochtones participent directement. Et c'est beaucoup des cadres de l'APIB, qui est cette plateforme nationale des populations autochtones, qui se retrouvent à la tête non seulement de ce nouveau ministère, mais aussi de la FUNAI. Et ça, c'est une situation historique. C'était impossible et inconcevable que les peuples autochtones ne participent pas. C'est le niveau d'interlocution gouvernementale le plus haut qu'ils ont jamais eu historique. Donc c'est inconcevable avec tous les problèmes qu'il y a, avec tous les couleuvres, voire les anacondas qui veulent aller face au problème de l'extractivisme et tout ça. Et c'est un moment aussi historique. Et après, qui vient juste après, Bolsonaro passe d'un niveau d'interlocution nul, voire à une répression totale, à un niveau d'interlocution au plus haut niveau. Donc il y a cette situation qui joue. Mais là encore, avec toutes ces contradictions, avec certains peuples qui ont des revendications, les peuples déplacés notamment, et qui entament ce processus de reconnaissance territoriale. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils reviennent aux deux revendications fondamentales des autochtones qu'on suit depuis 30-40 ans, qui sont basiquement les droits et le territoire. Et ça, ils l'articulent au niveau climatique avec, et là j'ai mis une citation de... Et ça, c'est quelque chose aussi, une thématique, la démarcation des terres indigènes est la mesure la plus efficace pour faire face à la crise climatique. Et ils ont fait une grosse campagne qui s'appelait A Resposta Somos Nós, non? La Respuesta Somos Nosotros. La réponse, c'est nous. Et c'est une campagne qui a très très bien marché et qui allait vraiment dans ce sens-là. C'est vraiment une climatisation des luttes autochtones. Parfait, c'est l'exemple parfait. Et c'est une réponse qui prend de plus en plus de place dans la climatique. Et je réponds juste sur les promesses parce que c'est quand même un point important. Qui les émet? C'est compliqué parce qu'en fait, faire la généalogie des promesses, c'est vraiment un truc intéressant. Par exemple, genre le bouquin à Rio plus 20, on avait fait celle de l'économie verte. C'est intéressant parce que c'est des mélanges, c'est souvent des communautés épistémiques, donc en gros des think tanks et des chercheurs qui commencent à pondre des rapports et après ces rapports trouvent leur place avec des buzzwords, à travers des buzzwords dans des institutions onusiennes et après elles sont montées à l'agenda international. Tu peux le faire avec développement durable, tu peux le faire avec économie verte et certaines prennent et certaines ne prennent pas. Et ce qui est aussi intéressant quand tu as une perspective un peu historique, c'est de voir à quel point y compris celles qui ne prennent pas, sont reformulées sous un autre buzzword. En fait, c'est la même chose. Par exemple, les crédits carbone. Dans le domaine de la finance, il y a une autre manière de parler de crédit carbone où on invente des nouveaux dispositifs. Où là, le TFFF, avant c'était les RED, avant c'était la bioprospection, avant c'était... Et c'est marrant, en suivant ça sur 20-30 ans, on voit des promesses réapparaître
Par exemple, la bioprospection, qui était la grosse promesse sur laquelle j'ai travaillé dans ma thèse après 92, là, revenait sous sa forme métagénomique. Là, on rajoute la métagénomique et il y avait un chercheur brésilien qui parlait, on va screener tous les génomes des plantes et des gens en Amazonie, et on va trouver des nouveaux médicaments. C'était exactement la même promesse, mais là, on y rajoute un petit toqué nouvelle technologie. C'est intéressant de voir, ces promesses, elles sont co-construites généralement entre des cercles d'experts, des diplomates, mais pas surtout des cercles d'experts en fait, et des communicants aussi. Le rôle des communicants est hyper important. Il y a notre collègue Édouard Morena qui a beaucoup travaillé sur les fondations aussi. Les fondations jouent un rôle très très important dans la structuration de ces narratives et de ces promesses. Pour parler de vocabulaire de la sociologie d'action collective, ce qui est intéressant, je trouve, dans le fonctionnement des promesses, c'est le rapport toujours entre cause et cadrage. Cadrage et collectif, on va dire plutôt. C'est-à-dire, ça permet en fait de faire la généalogie des promesses, ça permet de comprendre comment on a réussi à enrôler des gens et construire un collectif à travers un cadrage. Au début, il n'y a qu'un petit cadrage, et puis après, progressivement, voilà, il y a ce jeu permanent entre un cadrage de la cause et le collectif qui le représente. Et l'autre chose qui nous a beaucoup intéressé, c'est qu'il y a une espèce de méta-croyance aussi, c'est vrai qu'on a fait, et une méga promesse sur le multilatéralisme et sur les COP. Et donc, on s'intéresse aussi aux gens qui ne croient plus. Je veux dire, il y a des promesses qui sont démonétisées ou qui sont désactivées. Et donc, dans quelle mesure les gens qui ont cru certaines promesses n'y croient plus aussi, il y a ce phénomène-là qui est intéressant. Et on a essayé aussi d'analyser un peu à travers les attachements. Il y a des promesses qui sont liées à des attachements auxquels on peut se détacher. Il y a une forme d'attachement à la COP. On a parlé de COP junkie. Des gens, la définition du COP junkie, c'est celui qui a fait les COP et qui est fait lui-même par les COP. Sa trajectoire de vie, de professionnel, ça. Et donc, voilà, la promesse, c'est aussi tout. En même temps, les détachements. C'est-à-dire, on est obligé d'analyser dans ce travail-là les cycles de promesses qui voilà, en partie sont les mêmes et en partie, il y en a des nouvelles quand même, c'est ça l'idée, qui essayent toujours de grossir. Et en même temps, il y a la fin de la promesse, c'est-à-dire la désactivation. Il y a par exemple toute une partie de la société civile internationale qui n'était pas là pour différentes raisons, pour le coût, pour le voyage, mais aussi parce qu'il y a toute une partie de la société civile qui est en rupture avec les COP et les COP alternatives. Là, c'est juste une petite question. On ne vous a pas donné nos conclusions, mais juste pour vous intéresser, évidemment, on se pose des questions sur qu'est-ce que vont devenir les COP. Est-ce que ça a un sens de faire des COP aujourd'hui si l'ONU s'effondre? Et donc, on peut imaginer, moi, j'ai l'impression, mais c'est compliqué, le mouvement climatique aujourd'hui n'est plus du tout que dans les COP, mais plutôt un mouvement citoyen dans le temps. Donc, il y a plein de jeunes citoyens qui pensent qu'en fait, les COP, c'est fini et que le mouvement climatique, il est en dehors des COP. Mais il y a aussi toute cette société civile plutôt d'experts qui se retrouve dans les COP, qui est énorme, qui, sous l'enjeu climatique, en fait, ont des négociations sectorielles. Mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de secteurs transnationaux, de réseaux, sur des normes, sur des dispositifs, sur des secteurs de production. C'est énorme. Ils se socialisent à travers la règne climatique. Est-ce que ça peut s'effondrer tout d'un coup? C'est une vraie question. Qu'est-ce qui peut se passer si l'ONU ne finance plus les COP? Parce que c'est une espèce de monstre, les COP, mais qui est assez fragile dans le fond. Tout le monde s'agrège autour d'une COP et ça marche vraiment bien. C'est impressionnant. Cette capacité à agglutiner un nombre de réseaux complètement dingue au niveau mondial, c'est vraiment impressionnant. En même temps, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus d'argent dans les multilatéralismes? Si l'ONU, finalement, les gens ne donnent plus leurs cotisations, c'est pas du tout sûr que les COP, malgré tout l'enthousiasme que ça suscite, puissent se continuer. Et donc, il faut imaginer qu'est-ce qui peut se passer, un modèle de COP sans le financement multilatéral, du coup? Parce que nous, on a un peu eu tendance, vous l'avez compris, à minimiser la dimension multilatérale dans les COP, mais c'est eux qui financent. Et donc, comme c'est un agglutinateur... En même temps, tous ces secteurs qui se regroupent chaque année et qui ont besoin pour fonctionner de se réunir annuellement, est-ce qu'ils vont continuer à le faire si les COP n'existent plus? Quelle réorganisation il y a s'il y a plus ce rituel annuel dedans? La première question, tu as été évoquée très brièvement par Léa. On a bien compris qu'il y avait plein d'arènes différentes, d'arènes de discussion différentes dans la ville de Belém, avec des statuts différents. Et j'aurais voulu savoir, j'imagine qu'il y a des hiérarchies symboliques dans l'usage des langues, parce que là, on a des dizaines de milliers de personnes qui sont réunies. Alors, je pense que dans le pavillon bleu, on parle surtout anglais. Je pense qu'à d'autres endroits, on parle surtout portugais. Et au fond, qu'est-ce que ça donne, ça? Alors, donc, c'est tour de Babel quand on va au bar le soir à Belém, j'imagine. Mais dans le même temps, est-ce que tu as voilà, une série de hiérarchies symboliques entre langue minoritaire et langue hégémonique que certains ne parlent pas, etc. Et j'avais une deuxième question sur les stratégies médiatiques des différents acteurs. Parce que, voilà, c'est aussi
une ruée des médias du monde entier vers la ville de Belém. Et comment ça se passe? Est-ce que ça se passe de manière complètement structurelle, c'est-à-dire qu'il y a les conférences de presse, des différents acteurs réunis qui sont préparés, etc. Est-ce qu'il y a aussi des, des relations plus informelles avec les médias? Parce que, évidemment, l'enjeu d'un événement comme ça, c'est sans doute de négocier, etc. Mais c'est aussi de mettre en scène une série de causes, de rapports de force. Donc, j'aurais voulu savoir un petit peu si vous, dans votre enquête notamment, à un moment donné, vous avez affaire à cette dimension médiatique de la COP. Mais merci beaucoup, en tout cas, c'était vraiment passionnant. C'est peut-être 150 du coup, délégués, d'autres pays sans délégation à proprement parler. Et ces 3000 personnes indigènes présentes, est-ce que vous avez quand même pu identifier du coup d'où ils venaient et quels des intérêts ils représentaient du coup selon leur origine nationale ou bon, macro-régional, que c'était sur compte latino-américaine, si on a des personnes qui tournent de l'Amérique du Nord, de devoir type de monde et un peu quel jeu de pouvoir se jouait au sein de cette promenade de ça. Je réponds très vite sur le marco temporal et j'en profite, c'est une discussion aussi qu'on a eue avec Eduardo Gonçalves, qui est un Brésilien de l'équipe de Hambourg et qui va vraiment faire le chapitre du bouquin sur la marque du Brésil et qui connaît bien et en fait qui dit que ces jeux d'avancée, rétrocession entre ceux qui poussent les droits autochtones et ceux qui s'y opposent, notamment l'agrobusiness, c'est quelque chose qui se joue depuis en fait 88. Donc à chaque fois, donc c'est pas illogique, au contraire c'est logique. Quand il y a eu une avancée, il y a une pression, surtout qu'ils sont majoritaires en fait. Donc il y a une pression systématique des sénateurs et députés de la bancada ruralista et autres pour faire reculer les avancées obtenues d'un côté. Et voilà, on voit une nouvelle fois Lula qui est pris entre les deux et qui danse d'un côté et de l'autre. Donc là, il y a eu quelque chose, mais aux dernières nouvelles, ça a été bloqué aussi, je crois, par un veto de Lula, non, je crois. Juste que dernière nouvelle, après, ce n'est pas ma spécialité, mon objet d'étude. Mais jusqu'aux dernières nouvelles, ça avait été, ça se passait au Suprême Tribunal fédéral et la thèse du marco temporal était en train d'être réfutée. Et alors, est-ce que je n'ai plus de nouvelles depuis un petit moment. Ça passei, não sei se vocês têm notícias de como tem avançado a questão do marco temporal no STF. Tá paralisado. Tá paralisado? Ben voilà, apparemment, ça a été arrêté. Ouais, c'est des négos sur le long terme. Donc, c'est pas dans les médias, on va dire, ah bah vous voyez, ils ont une avancée, mais ils ont reculé tout de suite après. En fait, il faut suivre ça sur le long terme. C'est assez compliqué. Sur l'histoire des délégués autochtones, donc il y avait 750 délégués autochtones, la PIB en demandait 1000. 750, dont en gros, c'est dans les dernières COP, il y avait au maximum 350 délégués autochtones plutôt internationaux. Donc tout le reste, les 400 en plus les, c'est pas 3000, mais c'est 5000 autochtones, c'était presque uniquement des Brésiliens. D'où le poids et d'où cette marque du Brésil, cette empreinte du Brésil encore. Et il y avait un agenda double en fait. Et il y avait ceux qui étaient là pour les négos internationales dans la zone bleue, et puis il y a ceux qui étaient dans l'agenda brésilien, on va dire alignés sur les positions de la PIB pour la plupart. Et, même si au sein de la PIB, il y a aussi des discussions sur le positionnement vis-à-vis du gouvernement Lula. Au niveau international, et là ça va voir, le débat en fait c'est entre local community et indigenous people. En fait, les populations autochtones ont un jeu de maintenir un maximum leur différenciation, et d'ailleurs ça leur aurait reproché par une partie de la société civile vis-à-vis des local communities en fait qui seraient, mais c'est un terme très vague, qui dans le cadre brésilien veut dire en gros les populations afro et ribéreños, ou dans le cadre colombien, mais dans d'autres cadres qui veut dire complètement autre chose. Et sur les 350 délégués internationaux, il y avait une écrasante majorité d'Américains et de Latinos. Il y avait la présence de peuples asiatiques, africains et tout, mais ça reste marginal par rapport. Et tout le cadre international des négociations autour des populations autochtones est inspiré à 95% du cadre latino-américain. Moi, je veux bien juste répondre à la question d'Olivier sur le statut symbolique et les différentes langues qui sont parlées pendant pendant la COP. En fait, effectivement, il y a une grosse hiérarchisation des espaces et
Et il y a quand même beaucoup la plupart des enfin, en tout cas, vous m'arrêtez si je me trompe, mais la plupart des événements vraiment de négociation sont faits avec des traductions simultanées, mais qui sont majoritairement quand même les échanges sont en anglais. Et il y a un autre pan de l'agenda officiel qui est organisé directement par la présidence de la COP, et du coup par le gouvernement brésilien, où là, c'était quand même beaucoup plus fluctuant. On pouvait arriver à un événement qui était prévu en anglais, et en fait, il était complètement en portugais. Et il faut aussi quand même s'imaginer un espace de ce qu'on a dit de parlement gonflable qui est en fait hyper bruyant parce que la clim est à fond et la ventilation fait énormément de bruit. Et ça évite quand même beaucoup de moyens de traduction. Et il y a quand même pas mal d'événements où là, la traduction simultanée fonctionnait bien. C'était en fait en général souvent des événements qui étaient un peu mieux financés avec plus de moyens qu'en fait les événements du secteur privé, où là, c'est complètement des conférences silencieuses. Alors, quand on arrive de l'extérieur, ça a l'air un peu d'un événement bizarre, mais en fait, c'est que des gens avec des casques et qui, en fait, parlent presque, chuchotent. En fait, si on regarde la conférence, on n'entend rien du tout. Il faut absolument mettre les écouteurs avec la traduction simultanée. Et donc là, on peut choisir son canal espagnol, anglais, portugais. Mais on peut pas juste passer et entendre ce qui se passe parce que sinon ce serait trop bruyant. Et il y a quand même eu pas mal d'événements, en tout cas auxquels j'ai assisté, où il y avait quelques invités anglophones qui se retrouvaient en fait à une conférence qui se déroulait finalement tout en portugais et qui était un peu perdue. Mais globalement, quelque chose que je pense qu'on n'a pas trop dit, en tout cas c'est mon ressenti, il y a quand même eu beaucoup d'événements qui étaient prévus où j'ai été très déçue de la profondeur des échanges parce que il y a 1 heure de prévu avec 10 interlocuteurs et donc c'est 5 minutes par interlocuteur d'une personne qui va juste venir présenter un rapport, montrer un QR code et dire voilà ce qu'on a fait, c'est génial et après même pas de discussion avec la salle. Donc en fait la question des échanges et des échanges de linguistique se posent pas tellement. Voir la compréhension n'est pas pareil. Ouais. Je vous invite, il y a un super article qui avait été fait par Birgit Müller. Alors, la première fois où on est allé en 2012, on a eu accès au négo alors qu'on pensait ne pas avoir accès au négo. Et elle a fait, parce que la négociation, finalement, il faut imaginer qu'une salle de négo, c'est du text editing. Vous avez des paragraphes en Word, en anglais, et chacun dit ça, ouais, ça, non. Donc, il met des brackets ou pas. Et la maîtrise de l'anglais, dans notamment la nuance, est absolument fondamentale. Et derrière des conditionnels, derrière des virgules, derrière rajouter un tas d'expressions pour noyer les termes, il y a plein de stratégies. Et Birgit a travaillé avec en plus, c'était de la négo sur quelque chose, une négociation liée à la FAO sur laquelle elle travaillait. Donc elle comprenait finement de quoi il s'agissait. Et elle a travaillé avec un linguiste en anglais qui montrait toutes les techniques linguistiques pour affaiblir ou renforcer tel ou tel terme. Et il y a des experts en ça, c'est assez c'est un jeu d'échecs, ça peut être très très chiant. Il y a d'obstruction systématique, il y a plein de stratégies diplomatiques pour négocier un texte. L'exercice de négociation est aussi un super exercice linguistique.